nous allons à présent passer à notre prochaine séquence qui est très attendue puisqu'il s'agit de la séquence santé mentale et prix innovation mutuelle. Et aujourd'hui, nous avons la chance, vous avez la chance, de recevoir une voix forte de la jeunesse engagée. Elle s'appelle Miel Abitbol, a seulement 17 ans. Elle a cofondé Link, qui est une plateforme dédiée à la santé mentale des jeunes, conçue comme une safe place, un lieu sûr pour aider à mieux vivre les émotions, à prévenir également les crises et enfin à renforcer le lien avec des adultes de confiance. Elle est suivie par plus de 2,5 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Miel a transformé son vécu personnel en une vraie cause, un vrai projet d'envergure nationale. Elle a même été récemment reçue à l'Élysée pour porter la voix d'une génération en détresse psychologique. Je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir chaleureusement Miel Abitbol. Bonjour Miel, je te laisse t'installer. Vas-y, prends ton temps. Chaise qui tourne. C'est un peu piégeux. Hop. Alors, tu as plutôt l'habitude des interviews, tu en as fait notamment pas mal en télé. C'est la première fois que tu interviens face à une salle comme celle-ci. C'est un peu ton premier zénith, on pourrait dire. Ouais, là, il y a beaucoup de monde comparé à d'habitude, mais j'ai hâte, ça va être très sympa. Alors, je le disais, Miel, tu es aujourd'hui une figure de la jeunesse engagée. Est-ce que tu peux aujourd'hui nous raconter, nous partager ce qui t'a personnellement amené à créer Link ? Alors moi, pendant ma jeunesse, j'ai eu beaucoup d'années très très compliquées. Bon, je suis toujours jeune, mais quand j'étais plus jeune, ça a été vraiment difficile parce que j'ai vécu du harcèlement, j'ai vécu des choses pas cool du tout avec des garçons et tout quand j'avais 12-13 ans. Donc j'ai été mise face à des épreuves de la vie auxquelles on ne devrait pas être face à cet âge-là. Et à ce moment-là, la santé mentale, c'était pas encore trop un sujet dont on parlait beaucoup. Et c'est vrai que moi, j'ai pas parlé de ce que je vivais, ni à mes parents, ni à mes proches, ni à personne. Et sauf qu'à 12-13 ans, on n'a clairement pas les épaules pour supporter tout ça. Et quelques mois plus tard, j'ai explosé. J'ai fini sur un lit d'hôpital après une tentative de suicide. Donc vraiment pas cool. Et mes parents ont tout appris à ce moment-là. Et on était partis pour 2-3 ans d'enfer, sincèrement horrible, entre les hospitalisations, les rendez-vous psy, les traitements, machin, franchement, galère. Et pendant ce temps-là, j'étais aussi vachement sur les réseaux sociaux et j'ai décidé de leur partager ce que je vivais parce que en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui vivaient aussi ce que je vivais personnellement. Je me suis sentie vachement moins seule et je pense qu'eux aussi se sont sentis moins seuls de savoir que une fille comme moi, qui en soit une fille un peu lambda, vit aussi ce genre de choses. Et quand j'ai commencé à aller mieux, j'ai commencé à leur partager mes conseils, des choses qui m'ont aidée, des choses que j'aurais aimé savoir. Et donc on a eu l'idée en août 2023 de créer ce projet qui est Link, donc pour la santé mentale des jeunes. Donc, tu as clairement participé à libérer la parole sur ces sujets-là. Link, c'est donc une plateforme que tu as co-créée avec ton père, qui est aujourd'hui dans la salle et qui est très soutien. Et avec le docteur Clairmois. Exactement. Est-ce que tu peux juste nous préciser comment ça fonctionne ? Alors, Link, donc, c'est une safe place que les jeunes peuvent utiliser tout seuls. Il y a un kit de secours, donc qu'est-ce que je fais quand ça ne va pas ? Ils ont un calendrier bien-être pour avoir un suivi de leur humeur, leur sommeil, leur alimentation, des compteurs de sobriété pour les addictions, ils peuvent se fixer des objectifs. Enfin, il y a vraiment un journal intime, il y a plein de choses pour prendre soin de leur santé mentale au quotidien. Et ils peuvent aussi se connecter avec un adulte de confiance ou un parent pour justement partager ces informations-là. Et ils ont aussi des fonctionnalités en commun, justement pour recréer ce lien et cette communication qui est aujourd'hui très compliquée. Franchement, réussir à parler de ses problèmes ou de ce qu'on ressent à ses parents, c'est pas évident pour énormément. Et ça, c'est ce que je vois beaucoup, moi, dans mes messages de ma communauté et des gens qui me suivent, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à extérioriser, à communiquer sur ce qu'ils ressentent. Donc voilà un peu l'application. Et aussi, on a aussi une fondation qui a pour but de faire de la prévention sur tous ces enjeux de santé mentale, tout ce qui touche en fait à la jeunesse. Donc on fait ça sur les réseaux sociaux, via des interventions. On fait beaucoup de prévention et de sensibilisation. Alors, tu as peut-être vu passer cette semaine, il y a une information qui est tombée mercredi, qui nous informe de la hausse massive des hospitalisations d'adolescentes et de jeunes femmes, et notamment pour tentative de suicide et automutilation, notamment chez les 10-14 ans.
Tu l'as dit, tu es en lien direct avec des milliers de jeunes. Si tu devais aujourd'hui dresser un état des lieux de la santé mentale des jeunes et peut-être aussi partager quelques chiffres concrets, justement pour comprendre vraiment ce qui est en train de se passer, est-ce que tu peux nous en dire davantage ? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, une des grosses difficultés de fond qu'ils ont, c'est qu'ils se sentent incompris. Ils se sentent rejetés, ils se sentent méprisés par la société. C'est un peu la génération Z, la génération de feignants et tout. Donc ils se sentent vachement rejetés du monde entier. Et je pense qu'aujourd'hui encore, on commence à plus parler de santé mentale qu'avant. Ça, c'est une évidence. C'est la grande cause nationale 2025. Donc forcément, c'est un sujet dont on arrive à parler de plus en plus. Mais parlant de chiffres, aujourd'hui, il y a 53% des ados qui déclarent un trouble anxieux. Et 70 à 80% des troubles anxieux finissent en dépression. Donc, quand on peut arriver avant ce trouble anxieux, au début de ce trouble anxieux, essayer de traiter le problème à ce moment-là, on peut éviter des problèmes. Malheureusement, le problème, c'est que ces jeunes-là, souvent, ils n'en parlent pas parce qu'ils ont l'impression que leurs souffrances vont être minimisées, ils ont peur d'être jugés, et donc ils tombent dans ce cercle vicieux infernal où ils sont seuls, ils sont isolés, ils n'ont personne à qui parler. Et aujourd'hui, on le sait, l'accès aux soins, il est super difficile. Que ce soit les hôpitaux, trouver un psychologue, un psychiatre, il y a beaucoup d'endroits où c'est littéralement impossible, où il y a des déserts médicaux. Pour avoir un rendez-vous chez le psy, c'est 6-7 mois d'attente, et encore je suis gentille, sauf que quand t'es pas bien, tu peux pas attendre ce temps-là. Donc le but, c'est vraiment de venir en amont. Quand le jeune va encore bien, quand il est jeune, de faire en sorte qu'il ait les bonnes pratiques pour prendre soin de sa santé mentale et qu'il ne tombe pas justement dans ces problèmes-là. Donc ça va par libérer la parole, recréer ces relations de confiance entre jeunes et adultes qui sont essentielles. Les parents, ils ont un rôle gigantesque à jouer là-dedans. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui dans la salle qui parfois se sentent peut-être démunis dans la compréhension de leur adolescent. Et c'est vrai que ce que tu dis, il y a l'importance de pouvoir déceler aussi les signes avant-coureurs. Alors, avec la Fondation Link, vous avez, tu le disais, établi un livre blanc avec 9 propositions. Est-ce que tu peux nous en partager 2-3 concrètes ? Alors, si je devais en partager 2-3 les phares, je pense les meilleurs. Nous, on sait que chez un jeune, il y a deux gros sujets en ce moment dont on parle beaucoup. Il y a l'éducation et les réseaux sociaux. Donc, je vais vous parler de nos propositions sur ces 2 sujets. Déjà, l'éducation, on pense que c'est essentiel dans l'école de mettre le bien-être au cœur du système éducatif. On pense que c'est essentiel de former les enseignants, le professionnel éducatif à la santé mentale, en fait, qui sachent comment repérer peut-être les premiers signaux et réorienter un jeune. Donc on veut les sensibiliser eux, on veut aussi intégrer des signalements de harcèlement directement dans l'outil, dans l'application, pour qu'ils le fassent anonymement ou non. On veut aussi sensibiliser l'école, en fait, faire en sorte que le bien-être ce soit au cœur du système éducatif, parce que dans tous les cas, un jeune qui n'est pas bien dans ses baskets et qui n'est pas bien dans sa tête, il n'étudiera pas bien. Parce qu'il n'est pas bien. Donc tu n'apprends pas, tu souffres et tu vas à l'école par dépit parce que tu n'as pas le choix. Et au final, tu n'en ressors pas nécessairement gagnant. Donc je pense que ça, c'est une des mesures très importantes qu'on essaye de pousser. Et la deuxième, par rapport aux réseaux sociaux, nous, on sait que les réseaux, c'est très diabolisé par beaucoup de personnes, on l'a entendu encore hier, mais je pense que les réseaux, c'est pas des outils si négatifs que ça. Simplement, les utilisateurs n'en font pas nécessairement bon usage. Donc je pense que l'éducation aux réseaux sociaux est essentielle chez les jeunes, parce qu'aujourd'hui, il y a 67% des 8-10 ans qui sont déjà sur les réseaux. Et donc, qu'on le veuille ou non, c'est une réalité, ils y sont. Et ils tombent à cet âge-là facilement dans les dérives des réseaux, donc l'algorithme, les deepfakes, la fausse information, il y a plein de choses, plein de dangers en vrai. Donc éduquer dès le plus jeune âge à un bon usage responsable, sain des réseaux sociaux, pour moi c'est essentiel. Et aussi réguler les algorithmes qui sont un peu toxiques souvent. Moi je l'ai vu de ma propre expérience, mais parfois on tombe sur des algos qui nous poussent du contenu négatif en permanence, et je pense que c'est essentiel de réguler ça, et qu'en fait si on fait des recherches négatives, je sais pas, moi je vais rechercher sur TikTok comment perdre du poids en 10 jours, après je vais avoir que des vidéos de filles super fines qui vont me dire régime à 200 calories, alors que c'est hyper nocif après, tout le monde les troubles alimentaires et tout, donc oui. Je pense que forcer les plateformes à faire ça c'est essentiel, mais ils ont beaucoup parlé d'interdiction des réseaux sociaux ces dernières semaines. Moi je pense pas que ce soit une bonne idée du tout. Ce serait quoi la solution ?
La solution, moi je pense, c'est l'éducation et la régulation. Bien sûr, les réseaux sociaux, il y a des failles et il y a des choses négatives, mais maintenant, si on les interdit, les jeunes, ils vont juste trouver d'autres plateformes encore moins sécures, encore moins safe. C'est comme le porno qui a été interdit. Là, c'est eux qui se sont auto-interdits parce qu'ils ne voulaient pas mettre les restrictions d'âge. Mais c'est débile, parce que dans tous les cas, ces jeunes-là, ils vont aller sur d'autres plateformes qui sont encore moins régulées, trouver du contenu encore pire, parce que sur les plateformes qui ne sont pas régulées, il y a un tas d'autres choses affreuses. Donc je pense que l'accompagnement, l'éducation est essentielle, et aussi la régulation des algos toxiques. Et c'est très éclairant, en effet, d'avoir ta parole, parce qu'on comprend, on saisit l'enjeu immense des réseaux sociaux, sur la construction des jeunes, sur la représentation aussi qui peut être biaisée dans votre manière de devenir adolescent, de devenir jeune adulte. Toi, en tant que jeune femme, justement, tu dis qu'il n'y a pas que du mauvais sur les réseaux sociaux, mais voilà, encore une fois, que le sujet, c'est de pouvoir réguler notamment les algorithmes. Quel conseil tu aurais envie de donner à une jeune fille justement qui est sur les réseaux pour se prémunir de sa santé mentale, et notamment dans les représentations qu'elle peut avoir au quotidien? Je pense que quand on est jeune sur les réseaux sociaux, et ça ce sera peut-être des conseils que vous pourrez donner à vos petits-enfants ou à vos enfants. Désolée. Tu as raison. Non mais... Je pense... Je pense que suivre des personnes bienveillantes qui ont une bonne influence, c'est essentiel. Même si on a l'impression, je sais, l'image que peuvent beaucoup avoir des réseaux sociaux, c'est très négatif et tout, mais il y a vraiment du bon sur les réseaux éducatifs, informatifs. Je parle de santé mentale. Si je parlais pas autant de santé mentale, je suis pas la seule, il y en a d'autres, mais il y a beaucoup de jeunes qui n'en parleraient pas non plus. En fait, on se rend compte de l'impact qu'il y a. Et je pense suivre des personnes positives et garder un équilibre vie réseaux sociaux et vie réelle, parce que les deux sont essentiels aujourd'hui. Merci beaucoup, Miel. Merci pour ton témoignage. Alors, tu vas rester avec moi. On va tout de suite s'intéresser justement à comment les acteurs mutualistes s'engagent sur le sujet de la santé mentale. Et c'est Stéphane qui prend le relais. Effectivement, on poursuit les échanges maintenant sur ce sujet. Je vais accueillir Béatrice Augier, en tant que secrétaire générale de la Mutualité française, mais aussi en tant que présidente du jury de la 6e édition des prix Innovation Mutuelle. Et puis Muriel Vidalin, qui est la présidente de l'association Premier Secours en santé mentale. Bonjour madame. Alors, on va se décaler. Voilà, Muriel, vous pouvez vous mettre ici si vous voulez bien. Béatrice, voilà. Très bien. Alors, on va s'adresser à des grands-parents, mais aussi des parents, effectivement. D'abord, une réaction peut-être, Béatrice, est-ce que vous avez au témoignage de Miel que vous venez d'entendre, qui était très, très fort? Merci, je suis très touchée par le témoignage de Miel, par son histoire qu'elle a bien voulu nous livrer, par son vécu, et puis surtout par l'engagement de cette jeune femme de 17 ans qui est tout simplement extraordinaire, qui mieux qu'elle finalement pour parler de la santé mentale, de l'urgence à agir. Elle nous l'a rappelé. Miel est une véritable porte-parole, une ambassadrice de toute une génération qui... comme tu l'as dit, Miel, n'est pas entendue, n'est pas écoutée. Et ce témoignage, finalement, il fait écho à tous celles et ceux, lors des forums jeunes, qui nous ont aussi, tous ces jeunes qui nous ont parlé de leurs problématiques de santé mentale. Et c'est finalement ce qui nous a un petit peu donné cette envie de consacrer ce 6e prix de l'innovation mutuelle à la santé mentale. Muriel Vidalin, je vous ferai peut-être vous exprimer tout à l'heure sur la santé mentale des jeunes en fin d'échange, si vous voulez bien, et puis vous pourrez en même temps réagir à l'intervention de Miel. D'abord, je voudrais que vous nous parliez de cette association remarquable, Premier Secours en santé mentale, qui est peu connue encore en France, mais ô combien utile quand on va comprendre comment elle fonctionne. Racontez-nous ça. Bonjour, merci. Alors c'est vrai que Premier Secours en santé mentale est une association jeune, puisqu'elle est née en 2018. Mais en fait, elle a déjà 25 ans, puisqu'on fait partie d'un réseau international qui est composé de 35 pays, dans lesquels il y a des ONG, et qui diffusent cette formation. Donc en fait, l'objectif et la raison d'être de Premier Secours en santé mentale, c'est de permettre à tout citoyen d'avoir les connaissances lui permettant de changer sa représentation de la souffrance psychique. En fait, nous sommes un des acteurs de la déstigmatisation.
Nous sommes un acteur de la promotion, de la sensibilisation et de la prévention primaire, hein, pour permettre, parce que c'est un vrai sujet de société, c'est pas un sujet qui est exclusivement sanitaire ou santé publique. C'est un sujet de société et chaque citoyen doit prendre en compte ce fait que la souffrance psychique se développe. On en parle de plus en plus, ce qui est une bonne chose, mais il faut aussi connaître les clés. Et comme les secours physiques, hein, eh bien, il y a une technique qui nous permet, nous, de pouvoir être en capacité de détecter la souffrance psychique. Et c'est vraiment changer le regard et déstigmatiser, ça permet d'aider et de mieux soutenir. Exactement. Et c'est vrai que quand je soulignais que c'est une démarche ancienne, puisqu'elle est née en Australie en 2000, et on fait partie de ce réseau international, c'est-à-dire que dès qu'on fait une formation, il y a systématiquement des évaluations et des recherches qui sont réalisées avec des résultats probants qui nous permettent après de diffuser, en adaptant à chaque pays, cette formation. Donc nous avons une formation standard pour l'ensemble de la population. Juste pour qu'on soit très précis, oui. Tous ceux qui sont ici dans la salle Ils peuvent y suivre aller. cette formation. Tout à fait. Tout citoyen français. Tout à fait. Ça dure combien de temps? Ça dure 14 heures. D'accord. 14 heures, c'est une formation qui se passe donc sur 2 jours. Vous avez formé des formateurs? On forme des formateurs. Alors nous, on forme des formateurs et les formateurs forment des secouristes. Et donc, la Mutualité française a ses formateurs en interne et forme des secouristes dans son mouvement. Et donc, c'est extrêmement fort. On a 210 000 secouristes aujourd'hui en France. D'accord. Donc, ça augmente de façon impressionnante. Et c'est vrai que les retours que nous avons, 98% disent « mais ça nous sert ». Et on n'est pas là pour tout faire. On est vraiment en relais et on est sur l'écoute active, l'accompagnement et le renseignement, c'est-à-dire orienté vers les ressources qui sont disponibles et vers lesquelles la personne peut aller. C'est très fort et c'est aussi fort pour soi-même, pour sa propre façon d'envisager les choses, que pour l'autre et que pour son environnement familial. C'est des gens du secteur du médico-social, ce sont des étudiants. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. On a beaucoup d'étudiants, on a à peu près 8000 étudiants et ça se développe très fortement au niveau de l'université. On a 4000 membres de la communauté éducative et pédagogique dans les établissements scolaires qui sont formés. Donc, mais je veux dire que... Donc, pardon, les étudiants qui sont sur des campus, par exemple, oui. et qui sont formés, sont capables d'identifier chez leurs amis qui sont en détresse. C'est très intéressant. J'avais rencontré un secouriste, un étudiant à Bordeaux, en 3e année de droit, et qui me disait, depuis que j'ai eu la formation que je suis secouriste, il n'y a pas une semaine sans qu'un de mes camarades vienne me voir en m'exprimant une souffrance plus ou moins forte, hein, mais une forme de détresse psychique et sur laquelle je peux l'accompagner. Oui, pas c'est résoudre. Pas que repérer. Voilà, c'est repérer, orienter. Béatrice, 6e édition donc dédiée à la santé mentale, mais vous êtes depuis longtemps sur le sujet, hein, à la Mutualité française, pardon, racontez-nous l'action déjà. Effectivement, la Mutualité française est engagée depuis longue date sur cette thématique et dès 2021, nous publions un observatoire consacré à la santé mentale et nous avons formulé des propositions concrètes, notamment pour la prise en charge de l'amélioration des troubles psychiques. Ces propositions, elles ont nourri le débat et elles ont permis d'aboutir à la prise en charge des consultations psychologiques en avant même que la Sécurité sociale propose le dispositif en soutien psy. Et dès 2023, du fait de notre engagement, il nous a paru vraiment très, très, très fluide de nous engager en 2023 auprès du collectif Santé mentale Grande Cause nationale 2025. Si on évoque quelques actions concrètes, notamment qui sont menées en partenariat avec l'association Premier Secours en Santé mentale, avec laquelle vous êtes associé depuis combien de temps maintenant? Alors, on a signé le partenariat avec PSSM France en 2023 aussi, une année un petit peu charnière, pour déployer justement ce dispositif de formation au Premier Secours en Santé mentale. Et nous avons déployé ce dispositif au sein de nos unions régionales, puisque nous avons aujourd'hui une trentaine de formateurs formés donc, aux formateurs aux secouristes. Alors,
Selon la police ou l'organisation, on n'a pas le même chiffre, donc je vais couper la poire en deux. C'est à peu près, ces formateurs ont pu former à leur tour 1000 personnes, 1000 secouristes, qui interviennent vraiment auprès des jeunes, mais pas que, auprès des salariés, auprès de toute population, puisque la santé mentale, bien sûr, concerne les jeunes, mais pas que. Et c'est vraiment une démarche de prévention essentielle pour donner les bons outils aux personnes pour faire face à quelqu'un qui est en détresse psychique. Muriel Vidalin, un complément sur ce partenariat avec la mutualité? Oui, alors ce partenariat avec la mutualité est très fort parce que même si on a signé un partenariat en 2023, très rapidement la mutualité a soutenu en fait la démarche. Hein. Et c'est vrai que là, je rejoins ce que disait David Jace tout à l'heure. C'est vraiment un mouvement de solidarité. Enfin, nous participons justement à l'invention, comme disait Eric Chenu, à l'invention de solutions de solidarité de demain. Et on en fait partie. Et c'est vrai qu'on travaille très fortement avec eux, mais comme l'ensemble du mouvement en fait de santé. Hein, ils sont très intéressés parce qu'on se rend compte que, et je me permets de rajouter ce complément, c'est que Premier Secours en santé mentale ne forme pas des soignants. Et nous avons aujourd'hui beaucoup de soignants qui nous demandent cette formation, hein, de façon à pouvoir accueillir ou mieux répondre, se décaler. C'est-à-dire, je ne suis pas que professionnel, je suis aussi un citoyen. Hein, et comment je reçois la parole de quelqu'un qui souffre. Vous voyez? Et je vois par exemple sur les urgences générales, hein, beaucoup de médecins et de soignants nous demandent à être formés. Et donc c'est la même chose chez les sapeurs-pompiers. Tous ceux qui sont en première intention, c'est une valeur ajoutée importante. Je vous nomme parce que j'ai tous les pouvoirs, Madame Santé Mentale en France. D'accord? Donc que faites-vous? Vous avez les manettes, vous avez tous les leviers possibles. Quelles sont les premières que vous activez? Je me donne le droit à l'utopie. Hein. On en parle beaucoup dans un discours très techno, etc. Mais si on arrivait à faire en sorte que toutes les politiques publiques soient transversales, se mettent ensemble et se disent c'est ensemble que nous arriverons à apporter une réponse ou une partie de la réponse, hein, au sujet de souffrance psychique qui est un problème de société énorme, et dans tous les pays, hein, dans tous les pays. Passe sanitaire, de société. De société, enfin bon, il y avait une conférence OMS en début de semaine, hein, qui était organisée au ministère de la Santé. Tous les pays qui étaient représentés disaient la même chose. Arrêtons de parler logement, emploi, santé, en dissociant par silos. C'est une politique globale. Et dans cette politique globale, le mouvement mutualiste a sa place aussi pour faire des propositions et pour être force de changement, parce qu'on en a besoin. Donc votre première décision, c'est vous réunissez plusieurs acteurs, vous créez une communauté en fait sur la santé mentale. Ah oui, franchement oui. Et puis avec véritablement, Oui, une volonté, une feuille de route et un objectif qui dépasse des échéances calendaires dont on souffre énormément. Béatrice, quelles sont les priorités de la mutualité là, pour 2025 sur la santé mentale en général et celle des jeunes en particulier? Alors effectivement, nous avons une feuille de route pour 2025 qui s'articule autour de trois axes. Hein. Celui de développer la prévention, de faciliter l'accès aux soins et bien sûr de mettre l'accent sur la santé mentale des jeunes. Cette feuille de route, elle est là aussi pour valoriser les nombreuses actions que porte le mouvement, hein, par l'intermédiaire de nos unions régionales, par l'intermédiaire de nos mutuelles, qui agissent énormément auprès des jeunes et pas que sur la santé mentale, avec l'organisation de nombreux webinaires, conférences, ciblées aussi selon les thématiques, le sommeil, le travail, l'éco-anxiété par exemple. Et puis je pense à quelques actions plus ciblées que mènent les unions régionales. C'est le cas dans le Sud avec des cafés-débats qui permettent à des aidants de discuter, d'échanger avec des psychologues. Dans le Grand Est, une expérience au lycée auprès des jeunes pour leur donner aussi un peu plus de compétences psychosociales. Et puis, vous avez peut-être pu regarder l'exposition portée par l'UR Bretagne, une exposition sur la santé mentale aussi illustrée par des jeunes.
Nous avons aussi commandé une grande enquête Ipsos auprès de 5000 jeunes, qui va paraître en septembre avec l'Institut Theram et l'Institut Montaigne. Et cette enquête, nous avons aussi souhaité l'anglais un petit peu sous... est-ce qu'il y a des disparités par rapport à la territorialité? Donc rendez-vous en septembre pour les résultats. Et puis bien sûr, nous avons d'autres temps forts où nous serons présents. La conférence nationale santé mentale au travail en partenariat le 1er octobre avec l'ANACT. Et puis il va y avoir la semaine d'information sur la santé mentale du 6 au 19 octobre. Donc voilà, autant de rendez-vous importants pour nous. Et bien sûr, les prix de l'innovation santé mentale lors de cette édition du 44e congrès. Muriel Vidalin, pourquoi il est si crucial finalement d'agir dans la prévention auprès des jeunes? Parce que les jeunes sont les adultes et les parents de demain. Oui. Et les grands-parents. Et les grands-parents. Non, mais en dehors de ça, je pense qu'il nous renvoie à une image du monde qu'on a construit, ouais. Qui nécessite qu'on travaille avec eux. Et aujourd'hui, on a un module à premier secours en santé mentale qu'on a mis en place en 2021, qui est le PSSM Jeunes, qui s'adresse en fait aux adultes, professionnels, parents, etc., pour mieux détecter en fait les signaux faibles d'une souffrance psychique. Il faut souligner que 50% des troubles psychiques qui se déclarent à la puberté sont identifiés avant 14 ans. Donc, faut-il encore les identifier? Il faut les identifier parce que ce que l'on met sous crise d'adolescence, et moi j'ai beaucoup aimé, et merci de votre témoignage, on dit crise de l'adolescence, vous savez, on a une facilité à mettre la poussière sous le tapis et à reprendre sa propre expérience qui parfois est complètement mauvaise parce que l'environnement et le monde dans lequel vit le jeune aujourd'hui n'est pas du tout celui que nous avons vécu. L'éco-anxiété, enfin les réseaux sociaux, enfin tout ce que vous disiez, Miel, c'est vrai que nous on l'a pas vécu. Hein. Et puis nous avions une vision, enfin je veux dire que les choses étaient beaucoup plus structurées à notre époque. Hein. Je veux dire, bon, je n'entendrai pas dans d'autres considérations, mais on avait, enfin bon. On en parlait moins. Mais là, aujourd'hui, on commence à en parler. Donc, on a fait PSSM Jeunes, mais je voudrais finir sur le fait qu'aujourd'hui, on fait premier secours en santé mentale pour les adolescents. C'est-à-dire comment des gens qui sont secouristes jeunes, on peut les former, nous, à PSSM, pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent travailler avec les adolescents et qu'ils forment des secouristes ados. Parce que, comme vous le disiez, c'est vrai qu'entre adolescents, on est en capacité de détecter, de voir, d'être sensible, enfin, et de sensibiliser en fait l'adulte. Et on a lancé un prototype sur 6 établissements en début d'année pour le tester, et on a testé sur 500 élèves. Et vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que les formateurs qui ont travaillé devant ces classes, avec la communauté éducative qui était là, pour voir comment ça se passait, nous a dit 2 choses. 1, les jeunes sont beaucoup plus au courant de ce qu'est la souffrance psychique qu'on ne le pense. 2, mais ils ne trouvent pas un adulte avec lequel en parler. C'est-à-dire qu'ils n'osent pas en parler avec l'adulte. Et ce projet que nous avons et que nous espérons mettre en place dès la rentrée scolaire 2025-2026, c'est donner justement à ces adultes, parce qu'ils ont été formés au PSSM Jeunes et parce qu'on les forme à délivrer le secourisme ado aux adolescents, de leur donner les clés d'échange entre le jeune et l'adulte et redonner confiance vers l'adulte pour le jeune qui est en déshérence. Finalement, ce que vous nous dites, c'est que finalement, plus que de leur parler de santé mentale, ils veulent surtout des gens qui essayent de comprendre ce qu'ils vivent. Comprendre et puis leur dire, voilà comment je fais. Et moi, je suis référent et je peux... et voilà les limites de mon rôle, mais je peux vous écouter. Vous avez envie d'être formé, Miel ? T'as envie d'être formé au premier secours en santé mentale ? Avec plaisir, mais ce que vous dites, c'est super pertinent parce que ça, c'est typiquement quelque chose que nous, on voulait mettre dans nos offres pour les écoles, former les enseignants, avoir des référents adultes qui peuvent écouter parce que avoir des référents jeunes, c'est hyper important, je pense, mais des référents adultes en binôme, c'est essentiel.
Miel, j'aimerais te laisser la parole peut-être pour conclure cet échange. On a entendu beaucoup de choses. Il y a des propos qui font écho avec ce que tu disais juste avant. Tu as un superbe auditoire devant toi. Selon toi, quelle place, quel rôle doivent avoir les mutuelles sur ce sujet de la santé mentale et en particulier celle des jeunes ? Je pense que les mutuelles, elles ont un rôle clé à jouer. Vous avez un rôle essentiel à jouer et vous pouvez avoir un impact phénoménal, je pense, sur la santé mentale des jeunes. Même si vous ne travaillez pas directement, individuellement forcément avec les jeunes, vous travaillez avec les parents, vous travaillez avec les entreprises, vous travaillez avec ceux qui les relient entre eux. Et je pense que vous axez sur la prévention, c'est essentiel parce que la santé mentale, ça a un coût quand même, on le sait. Ça a été estimé à 160 et quelques milliards de coûts directs et indirects en 2023. Donc c'est cher et c'est surtout des vies, c'est des gens derrière qui sont malheureux. Et je pense que votre rôle est important et essentiel pour mettre en place cette prévention, pour mettre en lumière ces problèmes et aussi relier tous ces acteurs différents. Vous avez beaucoup d'adhérents et vous travaillez avec beaucoup de monde, vous avez beaucoup de contacts humains et je pense que amener tous ces gens-là dans cette démarche de prévention et de lien entre jeunes, adultes, donner des clés aux parents, aux adultes et aux grands-parents, c'est essentiel aujourd'hui. Je pense qu'on a besoin de vous. Nous, Link, on est prêt à faire des choses avec vous, on a envie de faire des choses avec vous, on a envie d'améliorer le bien-être des jeunes et améliorer le bien-être des jeunes, ça améliore aussi le bien-être, je pense, général, même si forcément il y a d'autres problèmes chez les adultes et personnes âgées. Mais non, je rigole, désolée, vraiment désolée. Ça se termine bien ce qu'on voit. Un peu d'humour, c'est important, je pense, de finir sur une note positive. Mais voilà, je pense que l'union fait la force et je pense que si on contribue tous un petit peu dans la prévention en santé mentale, on pourrait avoir des impacts peut-être plus long terme, donc pas de résultats immédiats peut-être, mais je pense qu'on pourrait avoir un impact phénoménal sur la vie des gens et sur le bien-être des gens. Et donc moi je compte sur votre engagement et en tout cas vous pouvez compter sur le mien et sur celui des cofondateurs de Link. On est prêt à faire bouger les choses, donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Elle a 17 ans et elle fait énormément de choses pour la santé mentale. Merci, Miel. Merci beaucoup à tous. Et à présent, je vous propose, vous allez rester avec nous. Il est temps de valoriser, mais également de célébrer les actrices et les acteurs qui agissent en faveur de la santé mentale et de découvrir donc les lauréates et les lauréats du prix Innovation Mutuelle 2025. Alors, je rappelle que ces prix visent à récompenser des porteurs d'innovation citoyenne et engagée ou également de solutions innovantes pour réduire les inégalités en santé. Alors Béatrice, vous le disiez, cette année, et pour sa 6e édition, le prix Innovation Mutuelle est dédié à la santé mentale, parce que la mutualité française agit en faveur notamment donc, de cette grande cause nationale 2025, en valorisant justement des projets novateurs et à fort impact sociétal. 3 catégories donc primées, des lauréats sélectionnés par un jury dont vous faisiez partie, composé de représentants du monde mutualiste et d'experts. En tout, 119 candidatures de structures engagées dans l'innovation sociale et sanitaire qui ont été réceptionnées par le partenaire de la mutualité française qu'il faut citer, le Liberté Living Lab. Caroline. Et donc, dans notre première catégorie, qui est la catégorie santé mentale au travail, je rappelle que 32 projets ont été déposés. Cette catégorie, elle distingue les projets visant à améliorer le bien-être psychologique des actifs et également à prévenir des risques psychosociaux tels que la détection au stress, la sensibilisation et l'accompagnement, mais également l'adaptation du management. Et dans la catégorie santé mentale au travail, Muriel Vidalin, je vous laisse annoncer le premier projet lauréat. Alors, le lauréat est l'entreprise Meloop. On a créé Meloop en 2017. On a été confronté à l'enfer du trop-plein de mails et de la réunionnite et on a envie d'agir. Gérer sa boîte aux lettres. En fait, c'est un peu vu comme un marathon qui démarre tous les matins et chaque jour, on sait qu'on va le perdre à la fin de la journée. Souvent, les personnes qui s'adressent à nous, ça va être les DRH qui ont mené des enquêtes auprès des salariés pour comprendre comment ça se passe, la qualité de vie au travail et qui font remonter cet irritant du trop-plein d'emails, trop-plein de réunions, trop-plein de sollicitations numériques. Et dans la durée, en fait, c'est l'épuisement professionnel qui est en jeu. Et on pense que vraiment, il y a un impact très important de cette infobésité sur la santé au travail et notamment la santé mentale. Les entreprises, elles ont envie de comprendre cette surcharge informationnelle
Et puis après, tout ce que ça peut impliquer comme dérive en termes d'hyperconnexion. Pour commencer un diagnostic infobésité, en fait, il y a 3 temps. Première phase, on va se connecter au système d'information de façon sécure et conforme au RGPD, évidemment, de façon à collecter ce qu'on appelle les traces numériques. Les en-têtes des emails, les en-têtes des invitations de réunion, les rapports des usages de Teams, c'est sans aucun accès au contenu du message. On collecte la data pendant environ 3 mois pour commencer à pouvoir donner des indicateurs à l'entreprise. Et on le fait sur le périmètre le plus large possible pour l'organisation, donc des collaborateurs jusqu'aux dirigeants, dirigeantes. Deuxième temps, après, on va embarquer les équipes pour identifier des bonnes pratiques et qu'on définisse un nouveau cadre de travail. Le troisième temps, c'est d'ancrer cette transformation dans le temps long. Et pour ça, en fait, on va former des cohortes de référents infobésité et collaboration numérique. Je suis convaincue que c'est vraiment une maladie organisationnelle qui nous permet, si on la traite, de renforcer la cohésion des équipes. Alors on a voulu participer au prix Innovation Mutuelle parce qu'on pense que les mutuelles sont un partenaire, un prescripteur en or pour Mail.loop pour parler du sujet, faire prendre conscience que l'infobésité, c'est pas une fatalité, qu'on peut s'y attacher. Je pense qu'on peut s'y attacher. Eh bien, écoutez, on va appeler Arthur Vincent, qui va nous rejoindre maintenant, le lauréat donc, de ce prix. Il est là, Arthur. Vous allez nous raconter la suite. Mettez-vous à côté de Caroline. Voilà. Bravo à vous, félicitations. Merci pour ce prix, beaucoup. Vous voulez nous finir le film? On n'a pas entendu, donc c'était s'attacher à... Le but, c'est de guérir l'infobésité. Je ne sais pas, est-ce que ça vous parle, le trop-plein de mails et les réunions, un petit peu ou pas? Ah oui? Oui, a priori. Oui. Est-ce que le mot infobésité, vous l'aviez entendu? Alors, je l'aime bien et justement, c'est pour ça aussi que ça me touche beaucoup de recevoir ce prix ici. C'est que nous, on est vraiment convaincus que ce n'est pas un sujet technologique, comme depuis 30 ans, on essaie de le résoudre, en pensant que c'est un nouvel outil qui va nous sauver. Alors là, en ce moment, on pense que c'est l'IA qui va nous sauver du trop-plein de mails. Spoiler, c'est faux, ça ne marche pas. Ça en rajoute, en fait, on le mesure. En fait, c'est une maladie, comme l'a dit Marie, c'est une maladie organisationnelle. Et vraiment, on a une approche quasi médicale du sujet. Il faut d'abord faire un diagnostic. Donc, en fait, il faut faire des prises de sang. Ce qu'on fait avec la data, c'est de faire une prise de sang dans l'organisation pour essayer d'avoir un tableau de symptômes et d'indicateurs sur lesquels agir. Derrière, il faut choisir un petit peu auprès de qui on va agir. On va avoir une prescription d'ateliers, d'accompagnement. On va très souvent démarrer par les comités de direction et les comités exécutifs, qui sont les instances les plus touchées par l'infobésité, mais qui les véhiculent aussi le plus. Donc c'est très intéressant de travailler avec eux. Puis après, on va essayer de faire en sorte que ça bouge, quoi. Donc former des gens qui soient des relais pour porter ce sujet de la collaboration numérique. En gros, je donne 2-3 chiffres. C'est 2/3 de notre vie aujourd'hui, quand on est travailleur de bureau, qu'on consacre au tunnel de réunion, au traitement de ses mails, de ses messages Teams et autres. Et ça existe dans aucune fiche de poste. Mais c'est quand même fascinant comme impensé du travail aujourd'hui de se dire que 2/3 de notre activité n'est pas théorisée, n'est pas discutée et n'est pas mis sur la table avec nos collaborateurs pour savoir comment on va communiquer, à quelle heure, quels outils, etc. Donc on travaille là-dessus et on a hâte de continuer les discussions avec vous et on vous remercie. Merci beaucoup Arthur. Muriel Vidalin vous remet le trophée, vous pouvez vous mettre à côté, voilà, on fera la photo. On va faire déjà une première photo si vous voulez bien, Muriel et Arthur, voilà, première photo, on fera une photo collective ensuite. Non, Miel, vous pouvez, oui, bien sûr, Béatrice aussi. Oui. Et on vous applaudit à nouveau pour ce prix, le premier donc de cette remise aujourd'hui. Deuxième catégorie, vous restez avec nous Arthur, santé mentale des seniors ou des aidants, 31 projets déposés, une catégorie qui distingue les projets destinés à favoriser le soutien et le bien-être psychique des personnes âgées ou de leurs aidants, à prévenir l'isolement social ou la détérioration cognitive ou à faciliter le quotidien des aidants. Béatrice, c'est vous qui nous l'annoncez maintenant, le lauréat. Alors, le lauréat de cette catégorie est voisins et soins. On croit que ce sont les vivants qui ferment les yeux des mourants, et en réalité, ce sont les mourants qui ouvrent les yeux des vivants. Voisins et soins, c'est une approche nouvelle de l'accompagnement des personnes en fin de vie à partir d'une mobilisation organisée à l'échelle locale avec des bénévoles pour rompre l'isolement social des personnes malades et également de leurs proches. On agit à leur domicile, dans le prolongement et en délégation du médecin traitant. Aujourd'hui, ça représente environ 160 bénévoles, une quarantaine de soignants, médecins, infirmières, psychologues en région parisienne et en région. Ce temps de la fin de vie est une épreuve en face de laquelle les aidants sont souvent désemparés,
Et tout d'un coup, ils sont entourés par toute une équipe, avec des professionnels, des bénévoles, formés, organisés pour les accompagner et qui les sortent totalement de leur isolement. Il y a un très beau plan décennal qui est en train de se mettre en place. Dans 10 ans, s'il est intégralement déployé, il y aura encore 200 000 personnes qui ne seront pas accompagnées ou pas suffisamment accompagnées. Et la deuxième réalité, c'est celle qui nous porte, les personnes que nous accompagnons ont 4 fois plus de chances de vivre jusqu'au bout chez elles, entourées, soulagées. La santé mentale, elle est une sorte de question d'évidence en fin de vie, parce que c'est quand même un événement qui vient avec tout ce qu'il a de lourd et de dramatique. Mais tout autant pour les proches, ils ont la charge de l'accompagnement, qui peut durer des années et qui est très lourd. Et puis il y a ce phénomène de l'épuisement des aidants, avec ce chiffre un peu effrayant d'un aidant sur 3 qui meurt avant la personne malade. Le prix Innovation Mutuelle, pour nous, c'était une évidence, parce que, en premier lieu, nous sommes soutenus depuis toujours par des mutuelles, et d'autre part, on a, je crois, un ADN commun dans la manière de prendre soin des personnes vulnérables et de faire cela dans une dynamique de solidarité. Et nous appelons tout de suite notre lauréate, Gabrielle de la ville Baugé. Bonjour à vous, bienvenue et félicitations. Je vous laisse. Félicitations Gabrielle. Le chiffre est saisissant, hein. Un aidant sur 3 meurt avant la personne malade. Oui, d'épuisement physique et moral. Et aujourd'hui, il y a 11 millions d'aidants en France. Un salarié sur 6 est en situation d'aidance. Et il y a vraiment urgence de se rendre compte que on va tous vivre cette situation à un moment ou à un autre, et que si on n'est pas aidé, soulagé, ça devient un parcours du combattant et on y laisse sa santé. Il représente quoi ce prix pour vous alors aujourd'hui ? Il représente une reconnaissance énorme, et je voulais justement en profiter pour, au nom de l'équipe Voisins et Soins, témoigner toute notre profonde gratitude à la Mutualité française et à son président Éric Chenu pour ce trophée de la santé mentale des seniors et des aidants. C'est vrai que cette reconnaissance, elle est extrêmement importante pour nous. Elle donne un coup de projecteur à notre action. Et j'aimerais aussi peut-être partager ce trophée avec l'ensemble de nos 20 équipes, nos soignants, nos médecins, infirmières, psychologues, nos bénévoles, parce que nous avons un engagement fort de bénévoles qui, au quotidien, accompagnent des personnes en fin de vie et soulagent des aidants. Donc, merci pour eux. Merci. Merci. Et je voudrais quand même partager une réflexion qui peut paraître une évidence, mais je crois qu'il y a de plus en plus de synergie entre le monde associatif et le monde mutualiste. On partage des valeurs communes, on a une volonté d'engagement, une volonté de protéger les plus vulnérables et de travailler ensemble à penser, innover des dispositifs de santé pour que chacun puisse avoir accès à la santé, notamment les plus vulnérables. Donc merci de nous aider. On en a tous besoin. Le monde associatif a besoin de vous parce qu'il est en grande difficulté en ce moment. Donc merci de nous donner ce coup de projecteur et de nous apporter un soutien financier. Et merci à vous Gabrielle. On va vous remettre le trophée et Bravo. on va également faire une photo. Merci. On va juste s'éloigner. Dernier prix. Exactement, dernier prix, il s'agit de la catégorie coup de cœur du congrès santé mentale des jeunes. 56 projets ont été déposés dans cette catégorie. Alors pour ce troisième prix qui est un peu particulier, le lauréat a été désigné parmi 3 finalistes. C'est vous qui avez voté via une application dédiée et nous avons connu donc le lauréat hier soir ou la lauréate. Ce prix récompense, je le rappelle, les parents, leur entrée dans la vie active, les enfants, les adolescents, les étudiants ou les jeunes sans emploi afin de promouvoir la santé mentale, de prévenir l'apparition de troubles psychiques et enfin de lutter contre la stigmatisation. Et Miel, à toi l'honneur d'annoncer le projet Coup de cœur. Alors le grand gagnant du projet Coup de cœur de santé mentale des jeunes est Astrée.